Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Donc, vous l'avez vu dans la vidéo introductive, nous allons discuter de l'attaque de minorité dans la structure Carlsbad. Alors Romu, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est cette fameuse attaque de minorité? Qu'est-ce qu'on recherche? Donc l'attaque de minorité, comme son nom l'indique, c'est une attaque qui est lancée par un nombre de pions qui est inférieur à celui de l'adversaire. Donc on voit que les blancs ont 2 pions sur l'aile dame, tandis que les noirs en ont 3. Et malgré cela, les 2 pions blancs vont tenter de s'avancer pour causer des affaiblissements dans la structure de pions des noirs. Donc après le coup B5, que les blancs vont essayer de réaliser, il y a plusieurs évolutions possibles de la structure. On peut imaginer la prise avec le pion A, qui est la reprise assez traditionnelle, on va dire, et après A prend B5. Là, 2 scénarios peuvent arriver. Soit les noirs vont se laisser prendre en C6, donc par exemple, ils vont jouer un coup, voilà, par exemple H6 ici, et après pion prend C6, pion prend C6. On voit qu'un pion arriéré en C6 sur la colonne ouverte est apparu, et donc les blancs vont essayer de forcément taper sur cette faiblesse. Ils peuvent aussi utiliser l'affaiblissement de la case C5, puisqu'il n'y a plus de pion B et le pion D est avancé en D5. Donc ça, c'est une évolution possible de la structure. Une autre évolution, c'est après A prend B5, A prend B5, les noirs peuvent se dire je ne veux pas avoir de pion C6 arriéré, donc je vais prendre en B5. Auquel cas, les blancs vont évidemment reprendre tôt ou tard ce pion en B5. Et là, 2 faiblesses apparaissent. Le pion en B7 sur la colonne B qui va s'ouvrir donc après avoir pris le pion en B5. Et le pion D5 qui se retrouve isolé puisqu'il n'est plus défendu ni par un pion E ni par un pion C. Donc là encore, les blancs vont s'efforcer de taper sur ces 2 faiblesses. Ensuite, l'autre option, c'est de prendre en B5, donc avec le pion A toujours, et ni de prendre en B5, ni de se laisser prendre, mais d'accepter de jouer avec un pion isolé en jouant C5. Alors pourquoi je parle d'un pion isolé? Parce qu'après C5, très souvent, les pions D4 et C5 vont s'échanger, et les noirs vont jouer avec un pion central en D5. Parfois, ça donne des positions complètement acceptables, comme on va le voir dans les exemples suivants. Voilà, donc ça c'est quand les noirs prennent en B5 avec le pion A. Okay. Donc s'ils prennent avec le pion C, qu'est-ce qui va se passer? Alors s'ils prennent avec le pion C, bien sûr on va reprendre. Donc là, si les noirs reprennent en B5, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, donc on en a parlé, les pions B7 et D5 vont être faibles. Mais une alternative qu'on voit assez régulièrement, c'est les noirs peuvent se dire je vais me créer un pion passé, je joue à 5. Donc l'idée, c'est qu'on garde la colonne B fermée, donc le pion B7 n'est pas dans le viseur des pièces lourdes blanches, et le pion A peut s'avérer parfois être un atout pour les noirs, puisque le pion, comme je l'ai dit, est un pion passé. Bien sûr, le pion D5, c'est l'inconvénient, le pion D5 se retrouve isolé du fait de la disparition du pion C. Le pion B7 aussi, mais peut-être un peu plus difficile à attaquer parfois parce que la colonne B est fermée, mais on peut essayer d'utiliser la colonne voisine, la colonne C, pour essayer de pénétrer dans le camp des noirs, notamment sur la 7e rangée, pour essayer de taper sur ce pion B7. Et enfin, la troisième chose que les noirs peuvent essayer de faire, c'est de se dire, après B5, en fait, on touche à rien. Je touche à rien, j'attends. Vas-y, montre-moi qu'est-ce que tu veux faire avec ton coup B5. Toujours la même chose, on va prendre en C6 et on va créer ce pion faible arriéré sur la colonne C ouverte. Et la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que les pions A restent sur l'échiquier, donc le pion A6 peut éventuellement aussi être la cible d'attaque des pièces blanches. Okay. Et ensuite... Donc du coup, on peut se poser la question, là on est en train de présenter tout ce qui se passe pour les blancs, ça a l'air décrit comme ça finalement, les blancs à chaque fois vont réussir à créer une faiblesse. Quelle est la stratégie des noirs dans ce genre de structure? Alors,
les noirs, bien évidemment, ne sont pas spectateurs, ou en tout cas ont des moyens de lutter contre cette avancée B5. Alors par exemple, si voilà, on veut jouer un coup lambda pour les blancs, les noirs ont la possibilité de jouer le coup B5. Alors, l'idée de ce coup peut paraître assez évidente. On empêche le coup blanc B5. L'inconvénient, c'est que ça arrière le pion C6, qui est sur une colonne ouverte. Alors, bien sûr, ce coup B5, il va falloir le faire dans certains cas. Essentiellement, quand on a déjà échangé les fous de cases blanches. Alors, pourquoi ? Tout bêtement, parce que en jouant un coup comme B5, en plaçant tous nos pions sur cases blanches, le fou qui serait en C8 derrière sa chaîne de pions ne serait pas très s'exprimerait pas trop dans la position. Je vais y arriver. Et donc ce coup B5, quand on échange les fous de cases blanches, est complètement possible. Ensuite, deuxième condition, il est très utile de mettre un cavalier sur la case C4. Alors pourquoi ? Déjà parce que c'est une case affaiblie dans le camp des blancs. Et ensuite, le cavalier en C4 boucherait la colonne C, et donc éviterait que les blancs, avec leurs pièces lourdes, tapent sur le pion C6. Donc ça, c'est une façon de lutter contre l'attaque de minorité, c'est d'interdire à tout jamais en mettant ce pion en B5. Un dernier avantage du coup B5, c'est qu'en plus d'éviter la poussée du pion sur B5, peut-être que ce pion lui-même, par la suite, pourrait devenir une cible aussi. Notamment quand il y a un fou sur D6, peut-être une dame sur E7, et parfois quand la colonne s'ouvre, après AB, ce pion B4 devient isolé, et on peut envisager quelquefois une tour, une pièce lourde en tout cas, qui passerait par A4, donc le pion lui-même peut devenir une faiblesse aussi. Oui, complètement. Ok, donc ça c'est une façon de contrer la stratégie des blancs sur l'aile dame. Est-ce que les noirs peuvent penser à une contre-attaque ? Oui. Ils peuvent se dire, quand le coup B5 notamment n'est pas possible, ou en tout cas trop affaiblissant, ils peuvent se dire je vais essayer de chercher du contre-jeu sur l'autre aile, sur l'aile opposée, donc l'aile roi, en avançant leur pion pour essayer de créer des faiblesses autour du roi blanc. Donc ça peut être le pion H, ça peut être aussi le pion F, parfois le pion G aussi. On voit qu'il y a des leviers, le pion F notamment avec F5, F4 pour affaiblir aussi la structure. Les pions H et G peuvent s'avancer, surtout si les blancs ont fait H3. Parfois, ça peut créer un levier sur la case G4. Bon, essayez de trouver des contre-chances sur l'aile roi de façon à pas laisser les blancs avec les mains libres pour dérouler leur plan. C'est une façon assez classique de réagir. De façon générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque les blancs vont tout miser sur l'aile dame, ils vont déserter un petit peu l'aile roi, et il faut que les noirs aient à l'esprit, pas nécessairement qu'avec leur pion, mais que les noirs aient à l'esprit de contre-attaquer vers le roi blanc qui serait un petit peu esselé finalement. Oui, totalement. Ok, très bien. Donc, on a voulu, grâce à cette petite introduction, vous décrire un petit peu les plans en présence de chaque côté, et on va maintenant regarder ce que ça donne avec un petit peu plus de pièces sur l'échiquier. Donc Romu, on commence avec une partie extrêmement classique d'Anatoly Karpov. Oui, bon, Karpov a joué pas mal de gambits de la dame avec les noirs aussi, mais surtout avec, là ce qui nous intéresse c'est l'attaque de minorité avec les blancs, et donc il a eu pas mal de succès avec ce plan, et donc on va voir sa partie contre le grand maître argentin Daniel Campora, partie qui était jouée en 1994, donc c'est un gambit dame comme je l'ai dit, sans grand suspense, donc D4, D5, C4, 6. On va passer assez rapidement sur l'ouverture parce que c'est pas ce qui nous intéresse, enfin, en tout cas les détails sont pas forcément utiles. Donc fou D3, cavalier BD7, KF3, donc tout ça c'est Et donc là on est arrivé dans notre fameuse structure Carlsbad. Exactement, ouais. Donc la dame C2 qui très classique, la dame s'aligne avec le fou, il y a des perspectives sur l'aile roi, mais aussi la dame se met sur la colonne C en prévision justement de futurs affaiblissements. Ouais. Donc tour E8, on verra dans la troisième vidéo que le coup grand roc est ici possible, mais aujourd'hui on s'intéresse à l'attaque de minorité, donc petit roc, et les noirs jouent cavalier F8. Alors parfois c'est un peu étrange, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce coup-là ? Alors l'idée de cavalier F8, la première c'est déjà ça permet au fou C8 de sortir quand même, parce que on voit qu'en plaçant les pions sur B7, C6, D5,
ce fou a du mal un peu à s'exprimer, donc le développé va être quand même utile pour les noirs, et le cavalier gêné, donc en F8, il est parfait ce cavalier, en tout cas il est utile, parce qu'il surprotège le pion H7, on voit qu'il n'y a pas de souci, on n'a pas à craindre fou prend cavalier F6 suivi de fou prend H7, puisque le cavalier en F8 défend également le pion H7, donc ça c'est assez utile. Ensuite, ce cavalier va pouvoir se recycler, alors parfois sur G6, pour aller vers l'aile roi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un des plans typiques des noirs d'essayer de jouer sur le roi blanc, donc cavalier G6, parfois même cavalier H4, pour essayer de participer à une attaque. Parfois, il peut aller sur la case E6 aussi. Alors, il faut faire attention bien sûr au pion H7, mais c'est un plan traditionnel. Notamment, tout à l'heure, j'ai parlé de l'échange des fous des cases blanches, qui pouvait être utile pour les noirs, parce que c'est un fou qui a un peu de mal à le sortir. Et donc, un des plans classiques, ça peut être de faire G6. Ça peut paraître un peu surprenant, mais l'idée, c'est de pouvoir jouer cavalier E6 et cavalier G7 pour préparer fou F5. Donc ça, c'est un plan qui peut paraître un peu long, mais quand les noirs arrivent à le réaliser, ça soulage quand même pas mal leur position, puisqu'ils se débarrassent de leur fou de case blanche. Et le cavalier, après, peut se recycler sur des cases intéressantes, la case F5 et aussi la case D6, comme on le verra peut-être un peu plus tard. Oui, puis comme on a dit dans l'introduction, le fait d'échanger les fous de case blanche pour les noirs peut rendre plus facile leur propre poussée B5. Oui, totalement. Donc cavalier F8, on a bien compris, il y a plusieurs idées. Karpov, qui est quand même maître de la prophylaxie, comprend que son adversaire prévoit notamment le coup fou G4. Donc H3 est un coup très utile. Bien sûr, ça interdit fou G4. Parfois, ça peut permettre aussi le repli du fou vers la case H2, si jamais on avait envie de le conserver, ce qui ne va pas être le cas dans cette partie, mais ça fait partie des plans possibles. Ouais. Campora a joué fou E6. Et donc ici, il existe différentes possibilités pour lancer l'attaque de minorité. La plus classique, c'est tour B1, pour préparer B4, tout simplement. Donc... comme on l'a dit dans l'introduction, on va chercher à pousser ce pion B, mais Karpov a voulu le faire encore plus vite et il a joué fou prend F6. Alors, on comprend que l'idée de fou prend F6, c'est de dévier le fou E7 et de pouvoir jouer B4 plus vite, mais chaque fois qu'on échange un fou contre un cavalier, il y a un déséquilibre à juger. Donc, en quoi est-ce que Karpov a été intéressé, Romu, dans cet échange finalement ? Donc là, peut-être on peut faire référence un peu à nos vidéos sur les tandems et sur le jeu de couleurs. On voit qu'en échangeant son fou de case noire contre un cavalier, il se prépare à attaquer sur les cases blanches, puisque les 3 pièces mineures blanches sont susceptibles de pouvoir contrôler les cases blanches, ce qui n'est pas le cas chez les noirs, puisqu'ils ont un fou de case noire. Donc les blancs vont maintenant jouir d'une supériorité sur les cases blanches qui va être utile. Et donc, comme on l'a dit, les blancs veulent faire l'attaque de minorité, donc jouer B5 et créer une faiblesse dans la structure de pion des noirs. Et cette faiblesse est souvent le pion C6. Mais ça peut être le pion B7 ou le pion D5, mais de toute façon, les trois cases sont des cases blanches. Donc, c'est bien en accord avec la stratégie adoptée par Karpov, qui commence par cet échange fou prend cavalier F6. Ouais. D'autre part, il faut aussi regarder du point de vue des noirs ce que ça a fait disparaître. Comme on va le voir dans de nombreux exemples, ce cavalier sur F6 est souvent très fort lorsqu'il peut s'installer sur la case E4. Donc Karpov joint l'utile à l'agréable. Non seulement il fait un échange qui va favoriser son attaque parce qu'il affaiblit l'adversaire, il affaiblit la capacité adverse à défendre les cases blanches, comme tu viens de l'expliquer, mais en plus, l'une des sources de contre-jeu à base de cavalier E4 n'est plus disponible. Donc c'est l'intérêt de ce fou prend F6. Bien sûr, il n'y a pas que des avantages, notamment on a donné la paire de fous, donc attention, si le jeu venait à s'ouvrir un petit peu trop, peut-être que les noirs pourraient faire usage de leur fou de case noire. Alors on va avancer, après B4, Campora a joué tour C8, alors c'est un coup de développement, il met sa tour en face de la dame adverse, donc ça mange pas de pain. Maintenant, cavalier A4, quelle est l'idée ? En fait, le dernier coup, tour C8, tout à l'heure on en a parlé lorsqu'on parlait on évoquait les évolutions de la structure de pion après l'attaque de minorité. On a vu qu'une des ressources possibles des noirs est de jouer C5. Et donc, si on faisait B5 un peu prématurément, voilà, les noirs pourraient jouer C5.
Et ensuite, déjà, on essaye d'ouvrir un peu la position pour la paire de fous, comme tu l'as dit, et en même temps, la tour en C8 se retrouverait idéalement placée en face de la dame C2. Donc, l'idée de cavalier A4, c'est de verrouiller cette case C5. On n'est pas pressé, d'abord on veille à ce que les noirs ne puissent pas réagir sur cette case, et ensuite, parfois, même on installe le cavalier sur la case C5, au moins on est sûr et certain que ce pion n'avancera plus, et ensuite on prépare la poussée. Ouais. Donc attention, ce coup cavalier A4, ici Karpov peut le jouer librement, notamment parce qu'il n'y a plus de cavalier sur F6, sinon cavalier E4 serait systématiquement quelque chose qu'il faudrait surveiller. Donc lorsque il n'y a plus de perspective de cavalier F6, le cavalier E4, pardon, le cavalier C3 qui avait pour mission de défendre 4 peut se déplacer plus librement. Ok, je pense qu'on a bien compris à quoi servait cavalier A4, donc on va avancer. Tour C7, tour C1, ça c'est pas très mystérieux, il est en train de développer ses pièces en direction de l'aile dame. Campora a joué fou E7. Alors fou E7, c'est pas seulement pour attaquer un pion. Non, fou E7, c'est pas du tout pour ça. Cerise sur le gâteau, ça attaque un pion, mais l'idée c'est de replacer un peu ce fou, notamment sur la case D6, qui est une case intéressante, pour laisser passer ensuite la dame vers l'aile roi. Et comme on l'a dit, on l'a dit tout à l'heure, essayer de trouver du contre-jeu sur le roi blanc, parce qu'on voit bien que les blancs ont débuté leur attaque sur l'aile dame, et on sent qu'ils manœuvrent pour lancer l'offensive de ce côté-là. Il ne faut pas que les noirs restent les bras croisés, et donc c'est ce qu'il fait avec fou E7, il replace ce fou sur une diagonale plus intéressante. En plus, il gagne un tempo sur le pion B4, donc c'est toujours appréciable. Et ensuite, essayer de monter une attaque, peut-être le pion F qui peut s'avancer également aussi. Et les noirs jouent de manière assez normale, on va dire. Ouais, très direct vers le roi. Ouais. Donc Karpov joue dame B1, il soustrait en tout cas sa dame du vis-à-vis avec la tour C7, il protège le pion et il peut l'aider à aller un petit peu plus loin. Et Campora continue son idée avec fou D6, ce qui ne nous surprendra pas. Mais j'ai quand même une question à te poser. On a parlé dans l'introduction de la possibilité pour les noirs d'empêcher B5 de façon physique en jouant eux-mêmes B5. Qu'est-ce qui n'irait pas? Pourquoi Campora n'a pas choisi ça? Là, sur B5, on peut imaginer que le cavalier va sauter sur la case C5. Et on l'a dit tout à l'heure, les fous de case blanche doivent être au préalable échangés quand on veut jouer B5, parce que là, le fou en E6 est vraiment très très moche, et le fou en D3 peut être extrêmement utile pour justement s'en prendre à ces structures de pions qui a été affaiblie, peut-être le coup A4, parfois même le coup E4, ça peut arriver dans certaines situations, pour essayer de mettre en lumière la faiblesse chronique du pion C6. Donc, et les noirs n'ont pas vraiment de moyen aussi d'installer le cavalier en C4. En tout cas, ça va prendre du temps. Le cavalier est trop loin de la case C4. Ça va prendre du temps, voire ça va être impossible, parce qu'on voit que chaque fois qu'on va vouloir jouer cavalier D7 pour arriver un jour ou l'autre sur C4, les blancs ne vont pas hésiter et vont probablement échanger notre dernier cavalier. Sachant qu'en plus les blancs eux en ont un deuxième, si on a besoin de, si on est vraiment fétichiste de la case C5, on a un deuxième cavalier qui peut arriver. Donc attention, ce coup B5 n'est absolument pas la panacée, ou en tout cas le coup qu'il faut absolument jouer avec les noirs, parce que dans certaines conditions ça peut simplement être un extrêmement mauvais coup, comme là par exemple dans la position où je vais suggérer. Donc Campora sait tout ça. Il sait qu'il n'est pas dans la disposition pour pouvoir jouer B5 et donc il tente la contre-attaque à l'aile roi. Alors Karpov joue B5, c'est logique, et là c'est toujours le moment critique, on va dire, de l'attaque de minorité, parce que les noirs doivent décider quelle faiblesse va apparaître dans leur structure. Finalement, quoi qu'il fasse, il y aura une faiblesse. Oui, c'est ça. Là, on est typiquement à un carrefour où les noirs doivent se décider, est-ce qu'ils prennent en B5, est-ce qu'ils jouent C5, bon là C5 ça a l'air compromis, ou est-ce qu'ils se laissent prendre en C6 et accepter d'avoir un pion arriéré. Donc ici,
Campora a décidé de jouer Dame F6. Donc en gros, il laisse le pion C6 apparaître, la faiblesse du pion C6 apparaître. Mais clairement, il a choisi son côté. Il veut aller sur l'aile roi et commencer à attaquer le roi. Ok, donc l'autre option, c'était de prendre. Ouais, c'est probablement possible de prendre. C'est un choix. Est-ce que c'était meilleur? Bon, après la partie, on peut toujours essayer de critiquer le jeu du perdant, mais là, on peut imaginer peut-être tour prend C7, dame prend C7, dame prend B5, tour C1, pardon. Intermédiaire, ouais. Oui, dame A5 et dame prend B5, c'est plus précis. Et voilà, cette finale. Alors bon, c'est toujours pareil, quand on joue contre Karpov, on n'a pas très envie d'aller le tester dans une position où il aurait un très léger avantage. Alors contre toi ou moi, les noirs n'auraient pas peur probablement, enfin, surtout contre moi, mais contre Karpov, bon, c'est le genre de scénario qu'on préfère éviter, et on peut comprendre le choix pratique de Campora qui se dit certes je vais avoir des faiblesses, mais je veux conserver des pièces pour pouvoir avoir un petit peu d'activité. Il ne veut surtout pas subir une défense passive, voilà, même si voilà, après tour C8 par exemple, prise C8, prise C8, si vous demandez son avis à un ordinateur, il va vous dire que c'est presque égal, mais pour un humain, face à Karpov, avoir une faiblesse en D5 en finale, voilà, il a torturé tellement de monde que personne n'a envie de subir ça, en fait. Non, mais surtout, c'est un scénario idéal pour les Blancs, parce qu'il y a zéro risque de perdre cette partie, à moins d'une catastrophe. Et donc, on joue pour 2 résultats, ce qui est jamais très agréable. Surtout, encore une fois, quand c'est Karpov qui a les Blancs, quoi. Donc, on peut comprendre Dame F6. Ouais. Ok, donc Dame F6, très logique. En plus, c'est quand même très cohérent avec ce qui a précédé. Hein. Il a joué fou E7, fou D6 pour réorganiser ses pièces en direction du roi blanc. Donc, il ne joue pas que pour sauver la nulle, hein. Il essaye quand même de gagner la partie, quoi. Oui. Donc très naturellement, l'échange en C6 survient et la fameuse ou les fameuses faiblesses apparaissent en C6 et A7. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les blancs jouent B4, B5 dans cette structure, lorsqu'ils font l'attaque de minorité, nécessairement au moins une faiblesse va apparaître dans la structure des noirs. Ok, ici Karpov décide de jouer cavalier H2, donc attention, il y avait des petites menaces tactiques suite à Dame F6, on l'a passé sous silence, mais le pion G2 est surchargé, donc la menace des noirs c'est fou prend H3, G prend H3, et le cavalier serait en l'air. Donc Karpov prend une petite mesure défensive, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis petite d'ailleurs, il prend une mesure défensive au niveau de son roc, et il joue cavalier H2. Dame H4, donc les noirs sont en train d'amener du monde au niveau de l'aile roi, on commence à penser peut-être à G5, G4, peut-être des sacrifices en H3, et là Karpov joue un coup quand même particulièrement surprenant, Romu, il joue fou F5. Pourtant, dans l'introduction, on a dit que le fou E6, le fou de case blanche des noirs était une mauvaise pièce, et ici Karpov propose lui-même l'échange. Alors est-ce que Karpov n'a rien compris à la stratégie? Non. En plus, je suis sûr qu'il regarde nos vidéos, donc il n'y a aucune raison qu'il n'ait rien compris à la stratégie. Non, l'idée de fou F5, en fait, c'est les doubles. La première, c'est que quand même les noirs ont des menaces assez claires sur l'aile roi. On peut imaginer peut-être des sacrifices sur H3 qui peuvent arriver un jour. Donc il faut quand même être vigilant là-dessus. Donc en jouant fou F5, déjà, il coupe court à toute idée de sacrifice. Et la deuxième idée, c'est que le pion C6 a été... la faiblesse en C6 a été créée. Et le fou E6 est une pièce qui est susceptible de défendre cette faiblesse. Donc on élimine un défenseur de la faiblesse que l'on a créée. Donc c'est au final un réflexe assez logique de la part de Karpov si on regarde plus attentivement. Et on l'a dit tout à l'heure, quand Karpov a échangé le fou contre le cavalier en F6, on a dit que les blancs avaient une supériorité sur les cases blanches. Donc c'est ce qu'il continue de démontrer avec cet échange, parce qu'il échange encore une pièce qui défend les cases blanches, et il laisse le fou D6 qui, lui, sera complètement impuissant pour défendre la faiblesse en C6. Ok, c'est très clair. Donc Karpov a bien compris la stratégie. Ouais, ça va. Alors on va avancer un petit peu. Donc Dame H5, prise en E6, cavalier prend E6.
le cavalier revient sur F3, il n'y a plus de menace, donc il se réactive et il participe à nouveau au jeu. On voit notamment que, en reprenant du cavalier, Campora avait peut-être l'idée d'amener une nouvelle pièce en attaque, avec cavalier G5, donc cavalier F3. Non seulement ça réactive le cavalier blanc, mais en plus ça prévient cette manœuvre de cavalier des noirs. Et donc Campora, fidèle à la stratégie qu'il a choisie depuis le début quasiment, maintient ses tentatives de contre-jeu à l'aile roi, c'est peut-être même plus qu'une tentative, avec le coup F5. Alors à quoi est destiné ce coup F5 finalement? Est-ce que c'est pas un petit peu affaiblissant quand même pour la case E5 et pour le petit roc des noirs? Oui, de toute façon, il n'y a pas de coup parfait, mais encore une fois, les blancs ont un plan maintenant très très clair. Si les noirs ne font rien de concret, les blancs vont commencer à attaquer les faiblesses sur l'aile dame. Donc oui, F5, ça peut affaiblir la case E5, peut-être un peu le roi aussi. Mais l'activité est vraiment le critère numéro 1 dans cette position avec les noirs. Il faut absolument qu'ils cherchent du jeu. Et ça passe par cette rupture de pion à F5 et F4 qui peut quand même donner du contre-jeu intéressant aux noirs. Donc il faut savoir accepter de jouer avec des faiblesses, mais voilà, c'est un équilibre à trouver entre les faiblesses que l'on crée dans notre propre camp et les faiblesses que l'on peut créer dans le camp adverse. Ouais, en fait, les noirs sont en train de réagir avec leur propre attaque de minorité. À l'aile dame, à l'aile roi, pardon, ils ont un 3 contre 4 à négocier. Et ils peuvent très bien se dire, si je crée des échanges, ça va ouvrir des lignes en direction du roi, mais aussi ça va provoquer des affaiblissements. Donc on peut penser après F5 au coup F4 pour affaiblir soit le pion E3, soit le pion D4, selon la réaction de l'adversaire. Mais ce coup F5 peut aussi avoir pour objectif de jouer par la suite G5, G4. On voit que la tour aura une possibilité pour passer par la 7e rangée, et très clairement, le roi blanc commence à être soumis à une certaine pression, à une certaine contre-attaque, on va dire. Ouais. Alors, pas évident. Alors, on n'est pas en train de montrer une partie dans laquelle les noirs se sont fait totalement écrabouiller. On en a trouvé, Romu, en préparant cette vidéo. On a trouvé des parties dans lesquelles les noirs ne réagissaient pas et se faisaient piquer un ou deux pions à l'aile dame et puis terminer. Bon, là, on a voulu vous montrer une partie plus sérieuse dans laquelle les noirs avaient du répondant, on va dire. Alors, voyons la suite. Karpov joue tour C3. Bon, il prépare à la fois le doublement des pièces lourdes sur la colonne C, mais aussi il anticipe, comme souvent, le coup F4, et il espère que sa tour, il sait que sa tour va pouvoir être utile en défense également au niveau de la 3e rangée. Ouais. Campora a joué cavalier D8, surprotège le pion C6, et Karpov, j'allais dire comme souvent, mais bon, c'est une règle finalement assez commune aux échecs. On essaie de comprendre les coups de l'adversaire, mais on essaie aussi de profiter du défaut des coups de l'adversaire. Ici, le cavalier a quitté son poste en E6 pour venir remplir une mission défensive, ça c'est positif. En revanche, il a abandonné le contrôle de la case C5, et donc Karpov en profite pour tout de suite s'installer sur cette case-là. Alors on ne va pas analyser dans le détail, comme d'habitude on essaie d'expliquer les stratégies plutôt que les coups concrets, mais on a l'impression qu'ici les noirs ont un petit peu cédé l'initiative, non, en jouant fou prend C5. Ouais, ils n'ont pas voulu permettre au cavalier E5 de rester longtemps sur l'échiquier. Bon, encore une fois, ça se discute. Peut-être qu'il y avait mieux. Après, on peut comprendre que le cavalier en C5 est relativement pénible aussi. Donc, une idée comme ça qui me vient, je ne sais pas si c'est la meilleure. On n'a pas regardé ça en préparant la vidéo, mais pourquoi pas jouer tour F8 pour protéger le pion. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a envie de jouer G5 et G4 peut-être, mais pour l'instant c'était impossible à cause de dame prend F5. Et du coup, après tour F8, voilà, envisager une attaque absolument directe et féroce vers le roi blanc, pardon. Pourquoi pas, c'est une idée. En tout cas, fou prend C5, ça laisse une drôle d'impression. Certes, on élimine ce cavalier insupportable en C5, mais petit à petit, on est en train d'accepter ce que les blancs veulent, c'est-à-dire arriver dans une finale dans laquelle ils vont pouvoir attaquer nos faiblesses. Ouais. Donc tour prend C5, cavalier E6 attaque la tour reprend son poste préférentiel, et maintenant F4. Alors, peut-être que ce qui s'est passé, c'est que Campora a raté le prochain coup de Karpov. Peut-être que... Ouais.
Je pense que c'est certainement ça, parce que sinon je vois pas d'explication. Sinon c'est bizarre de faire cavalier D8, fou prend C5 et revenir en E6. Revenir. Enfin, autant faire directement tour F8 et garder le fou. Donc, ouais, le coup de Karpov, c'est E4. Donc, un très bon coup. Ouais, excellent coup. Ouais. Donc, il ne permet pas l'arrivée du cavalier sur F4. Parce que le pion, finalement, qui d'ailleurs est bloqué. Hein. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Le cavalier ne va pas pouvoir arriver sur F4 et faire des menaces, se transformer en pieuvre, si vous voulez. Et avec ce coup E4, on va suffisamment ouvrir le centre pour que les deux armées puissent entrer en contact et ainsi s'échanger finalement. On veut provoquer un maximum d'échanges avec les blancs. Pourquoi ? Parce que les noirs ont plus de faiblesse que les blancs. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez classique. On le verra ça aussi dans la troisième vidéo, dans laquelle on va vous parler du grand roc, du gambit dame avec le grand roc. Lorsque les noirs essaient d'attaquer, de trouver du contre-jeu en poussant leur pion, peut-être que les blancs peuvent dire, bah ok, maintenant que tu t'es énormément affaibli, eh bien, je veux bien entrer dans une finale et bénéficier finalement de tout ce que tu as créé comme faiblesse. Donc voilà, on peut penser que... J'ai oublié son nom. On peut penser que Campora avait raté ce coup 4. C'est vrai que les blancs sont tellement fiers de la solidité de leur structure qu'on a du mal à imaginer qu'ils soient heureux de jouer E4, mais ici c'est très clairement le cas. Donc on va accélérer pour la fin, E4, H6. Tour E1, cette tour n'était pas encore entrée en jeu, donc elle se poste sur la colonne qui va bientôt s'ouvrir. Et Campora ici ne trouve pas de coup utile. Alors on peut comprendre quand même que la menace, alors je vais faire un coup stupide hein, pour vous montrer la menace. Une des menaces pourrait être qu'après l'ouverture des lignes, il y ait différentes possibilités tactiques. Parfois ça peut être peut-être tour E5 intermédiaire, ça peut être tour prend E6, il y a du clouage de cavalier aussi, il y a un vis-à-vis par ici, et il y a la dame qui peut entrer en B6. Enfin bref, les blancs ont énormément de perspectives, très gênantes pour leur adversaire, et les noirs, eux, n'ont plus d'attaque, notamment depuis que leur pion F s'est fait bloquer. Donc Campora a décidé, j'allais dire de tenter son va-tout, je ne crois pas que ce soit vraiment ça. En fait, il va lâcher un petit peu de l'Est pour tenter de se sauver dans une finale. Mais bon, encore une fois, face à Anatoly Karpov, c'est mission impossible. Donc il fait tour E7, il abandonne le pion C6, hein, c'est ça Romu ? Ouais, oui. Bon, ben là, évidemment, il s'est pas fait prier pour le prendre. Et ensuite, bon, c'est juste, peut-être on peut accélérer, mais c'est une réalisation technique propre, nette et sans bavure. Il n'y a pas vraiment de contre-jeu de la part des noirs. Là, il y a un pion de plus maintenant. Il y a un pion de plus. Voilà, dame E1, il coordonne ses pièces, il double sur la colonne, sécurise le roi. Quelques coups peut-être un petit peu mystérieux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il estime que maintenant sa position est suffisamment avantageuse pour éviter les tactiques. On est au 33e coup, donc peut-être il ne veut pas prendre de décision trop drastique avant le contrôle du 40e. D'ailleurs, qu'ils n'ont pas atteint puisqu'il a gagné avant. Mais il évite aussi quelques tactiques sur échec. Ouais, peut-être il doit y avoir des choses comme ça. Ok, bon, on va avancer, on ne veut pas faire un cours sur la... C'est pas un cours sur la précision. Ouais. Dame D2, G5, ok, là les échanges de pièces, on ramasse encore un pion. Voilà, bon, là c'était complètement terminé. Ouais, on sent qu'il a complètement craqué à la fin. Dame D2. Ouais. Maintenant c'est 2 pions de moins si je compte bien. Donc, 2 gros pions, ouais. Voilà. G4 et même 3 et il arrête. Voilà, il s'arrête à la fin du Zynod, donc on suppose que les derniers coups ont été joués extrêmement vite. Mais cette partie est vraiment caractéristique du plan que doivent adopter les blancs, ainsi que du plan que peuvent adopter les noirs, c'est-à-dire un contre-jeu direct vers le roi de l'adversaire. Dans cette partie, bon, il y a quand même un écart de niveau, c'est pas faire offense à Campora que dire que Karpov est plus fort que lui, il est plus fort que beaucoup de monde, donc il y a un écart de niveau, mais malgré tout, la stratégie employée par les noirs était probablement la bonne. Après, il faut voir dans le détail, il faudrait analyser vraiment au coup par coup pour comprendre ce qui a mal tourné, mais les deux stratégies sont les bonnes des deux côtés dans ce type de position. Ok Romu, alors maintenant on va regarder toujours cette même structure, mais avec les couleurs inversées. Alors je tourne l'échiquier et tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi tout à coup on se place du point de vue des noirs. Alors, donc c'est une partie jouée par Fischer avec les noirs, donc
encore un très très grand joueur. Avec les Blancs, c'est aussi un grand maître très très connu, Borislav Ivkov, qui était parmi les meilleurs joueurs du monde dans les années 60-70. Et donc ici, on voit notre structure favorite sur l'échiquier, donc où les blancs, ou les noirs, pardon, lapsus. Les noirs ont déjà commencé à faire l'attaque de minorité en lançant les pions en A5 et B5, donc ils sont prêts à faire B4 et créer des faiblesses dans la structure de pions sur l'aile dame. Et en contrepartie, les blancs se doivent de chercher du jeu de l'autre côté, comme on l'a dit dans la partie précédente, pour essayer de contrebalancer un peu les chances. Et ici, Ivkov, au lieu de jouer par exemple un coup comme fou F4 pour essayer de garder les pièces et de jouer un peu sur l'aile roi, il a commis une erreur positionnelle assez grave, en tout cas pour un joueur de son calibre. Il a joué fou E5. Alors pourquoi est-ce une erreur ? Pourquoi c'est une erreur ? Parce que ça va provoquer des échanges massifs. Les échanges de pièces mineures vont arriver inévitablement, et ça va forcément favoriser les noirs, puisque on vient de dire que les noirs ont les mains assez libres sur l'aile dame pour affaiblir la structure, et les blancs devaient absolument chercher du jeu de l'autre côté. Mais si on échange beaucoup de pièces mineures, les blancs vont avoir du mal à créer une quelconque menace sur l'aile roi. Donc c'est assez bizarre d'avoir joué ce coup. Donc bien évidemment, Fischer s'est pas fait prier et a fait cavalier D prend E5. Donc là, si on suit ce que tu viens de nous dire, sans doute Ivkov aurait-il dû prendre avec le pion, essayer d'éviter l'échange du cavalier, mais on se doute que c'est déjà trop tard, je pense. En tout cas, l'attaque noire est déjà trop avancée, alors que les blancs ont absolument rien de l'autre côté. Et après B4, prise B4, prise B4. Je sais pas, un coup comme fou G2 par exemple, peut-être. Et là, on peut imaginer prise et cavalier A5. Et on voit déjà que le pion C3 est très faible. Il est déjà attaqué directement. Le cavalier va pouvoir sauter sur la case C4. Bon, on voit que les noirs ont obtenu tout ce qu'ils rêvaient d'obtenir, tandis que les blancs n'ont pas l'ombre d'une idée d'attaque de l'autre côté. En tout cas, ça risque de prendre pas mal de temps. On voit notamment qu'il leur manque un fou noir pour déloger celui qui défend, enfin le dernier défenseur du roi. On sait que souvent, le fou du fianchetto est une arme de défense particulièrement efficace, donc il aurait même sûrement fallu qu'Ivkov conserve son fou de case noire pour espérer l'échanger face au fou G7. Alors voyons la partie, je pense qu'on a déjà dit l'essentiel. Donc, après cavalier, donc on échange bien sûr, et maintenant, voilà. comme on arrive à ce coup B4. Donc encore une fois, c'est la croisée des chemins ici, hein. Les blancs doivent prendre une décision. Attention, on a eu un petit changement de structure par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Les blancs sont arrivés sur la case 5, mais se sont fait dévier le pion D4, ce qui signifie que chaque fois que les blancs vont vouloir jouer C prend B4, A prend B4 on va dire, il faudra surveiller une arme supplémentaire pour les noirs, sous la forme d'un pion passé central protégé, et sur le long terme, ça devrait payer, on va dire. Donc c'était quand même une possibilité, hein. Je crois qu'on l'a évoqué il me semble dans l'introduction, quand on a parlé des différentes structures possibles. Peut-être qu'Ivkov aurait pu choisir C prend B, A prend B, et donc maintenant A4, en espérant que ce pion passé devienne une source de contre-jeu intéressante. Malgré tout, après quelque chose comme tour C5, notamment pour éviter l'avancée du pion, tour C1, tour C8, la position est sous contrôle pour les noirs, dont le fou notamment, il y a les fous de couleur opposés sur l'échiquier certes, mais en présence des pièces lourdes, c'est pas forcément un facteur qui va favoriser le défenseur, c'est peut-être même plutôt le contraire. Donc le fou pourrait par exemple s'activer par H6 et nous faire gagner la colonne. Pourquoi pas aussi envisager à un moment donné fou F8 et fou C5 pour venir taper sur le pion F2. En tout cas, il y a de meilleures perspectives pour les noirs, et c'est pas pour rien qu'Ivkov a évité d'entrer là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il a choisi à la place ? Il a décidé de prendre sur B4, puis de jouer Dame 3. Donc finalement, Ivkov fait le pari qu'il va tenir la finale. Ouais, mais c'est un choix beaucoup trop optimiste et illusoire, parce que ces finales sont...
enfin, le jeu se déroule il est à sens unique. Le ballon est dans le pied des noirs et les noirs vont être tout seuls à jouer. Après, dame prend E3, tour prend E3 et pion prend C3. On crée la faiblesse qu'on va fixer avec tour C5. Et on a du mal à imaginer ce qu'Ivkov espérait dans cette position, parce qu'il est clairement établi qu'il va souffrir pendant le reste de la partie et il peut que perdre dans cette position. Enfin, je vois pas qu'est-ce qu'il pouvait espérer, quoi. Parce que bon, le pion C3, le pion... Il ne peut que perdre parce qu'il joue contre Fischer aussi. Oui, non, bien sûr, évidemment. S'il joue contre moi, il va pas perdre, mais contre un joueur de la trempe de Fischer, il faut absolument essayer de poser des problèmes. Et ici, on voit pas quel problème Ivkov pouvait poser à Fischer dans cette position, et la suite de la partie nous donne raison, puisque après tour A3, il a joué fou F8, enfin exactement ce qu'on disait, il recycle un peu son fou. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tour B3, fou E7, G2, fou D8. Le fou vient participer à l'attaque, hein. Le pion est fixé ou figé plutôt sur case noire, donc on a une pièce de plus pour l'attaquer, par rapport à ce que l'adversaire peut le défendre pour l'instant. Donc fou A6, il essaie un petit peu de pêcher en eau trouble avec notamment cette petite ressource tactique, mais comme tu l'as très bien dit juste avant, c'est trop tard pour tenter de retourner la situation, pour tenter de jouer de façon active, il fallait le faire bien plus tôt que ça. Alors Fischer ne tombe pas dans le piège évidemment, après tour prend A6, tour B8, je sais pas si on peut appeler ça un piège, mais en tout cas, Ivkov avait l'espoir de se sauver dans cette finale de tour, notamment pourquoi pas en créant des menaces de contre-jeu vers F7. Donc Fischer ne permet pas l'échange des fous. Il joue fou C7, donc il joint l'utile à l'agréable. À la fois, il attaque une nouvelle faiblesse en E5, il ferme la 7ème rangée et il contrôle la case B8. Donc un coup multifonction comme le font souvent les plus forts joueurs. Et après tour B5, tour C4, fou B7, tour A3, voilà. Le siège du pion C3 est réussi. Alors il aurait pu le ramasser tout de suite, mais on n'est pas pressé. Donc amélioration du roi, fou C8, le pion est pris, tour 1, tour C2. Beaucoup de problèmes là maintenant, hein. Le pion passé sur la colonne D, la faiblesse du pion F2, la faiblesse du pion E5 et surtout aucun contre-jeu, encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure. Donc dans la partie, il y a eu le coup fou D7. On suppose que la partie a été ajournée à ce moment-là et qu'Ivkov s'est dit c'est même pas la peine de continuer. Ouais, clairement. Ok. Donc le point commun finalement, Romu, de ces deux parties, c'est que le joueur qui mène son attaque de minorité, on comprend bien qu'il souhaite une chose, c'est entrer en finale et pouvoir profiter d'un avantage peut-être pas immense, mais à sens unique. Ouais, c'est ça. C'est le scénario rêvé pour le camp qui lance l'attaque de minorité, c'est d'échanger quelques pièces de façon à minimiser les chances de contre-attaque sur l'aile roi, et pour avoir ensuite les mains libres sur l'aile dame pour lancer l'attaque et manœuvrer tranquillement pour attaquer les faiblesses créées par l'attaque de minorité. Ça, c'est vraiment le scénario de rêve. Après, on va le voir dans les exemples suivants, ça ne se passe pas toujours comme ça, bien évidemment, et on va voir que les noirs ne restent pas sans ressources, et bien heureusement. Ouais. Donc après ces deux exemples en faveur de l'attaque de minorité, on va voir 2 ou 3 exemples, ou des fragments, de parties dans lesquelles le joueur qui subissait ou qui recevait l'attaque de minorité a réussi non seulement à la repousser, mais même à retourner la position en sa faveur. Alors ce premier fragment dont on va parler, c'est une partie, je suis désolé, le premier coup se joue tout seul à chaque fois, c'est une partie entre Nikolic et Kramnik jouée à l'aveugle lors du célèbre tournoi Amber dans ton pays, Romu, sur la Côte d'Azur. Monaco. En 1998 à Monaco, ouais, c'est pas tout à fait chez toi, mais bon, c'est pas très loin. À côté, c'est voisin. À côté. Donc on voit vraiment la structure typique. Hein. Alors, ce qu'a réussi à faire Kramnik et que n'avaient peut-être pas fait les joueurs dans les parties précédentes, c'est qu'il a réussi à échanger son fou C8, dont tu nous as dit beaucoup de mal, face au fou D3 de l'adversaire. Enfin, on suppose que l'échange vient de se dérouler sur D3. Alors on a vu quand même que c'est un échange qui n'est pas toujours bon pour les noirs. Dans la partie de Karpov notamment, c'est Karpov avec les blancs
qui avait suggéré ou qui avait proposé plutôt cet échange de fous, mais les faiblesses étaient déjà créées. Ici, les faiblesses ne sont pas encore créées, et on va voir justement comment Kramnik profite de cet état de fait. Alors il a commencé par A5, l'idée est toute simple, Romu, c'est d'éviter le coup B4 trop rapidement, c'est ça? Oui, bon, il ne va pas l'empêcher, bien évidemment, parce que les blancs vont pouvoir réaliser la poussée B4, mais avec le coup A5, on retarde un peu. Et en même temps, quand les blancs vont faire B4, donc certainement en préparant par A3 au préalable, les noirs vont pouvoir prendre en B4 et ainsi ouvrir la colonna pour la tour. Donc c'est toujours, en tout cas souvent utile de faire ce coup A5. L'autre option, c'est de laisser faire B4 et B4 A4 pour les blancs et de jouer juste simplement le coup A6, comme on l'a vu dans les parties précédentes. Mais Kramnik se décide pour A5. Peut-être l'avantage d'A5 par rapport à A6, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la partie, c'est qu'en échangeant nous-mêmes sur B4 plutôt que sur B5, si ce pion en B4 n'arrive pas à avancer, eh bien ça peut être une cible. Alors que si on l'échange sur B5, on sait qu'en B5, ça n'est pas une cible, puisqu'il va s'échanger nécessairement. Donc très souvent, le coup A5 est lié au coup B5 qu'on va voir un petit peu plus tard. Ouais, c'est ce que je voulais dire d'une façon différente, mais c'est bien. Non, mais c'est très bien parce qu'on dit les mêmes choses. On dit les mêmes choses, donc on est synchro. Je disais que ça allait être certainement lié à la disparition des fous de cases blanches. Mais en fait, c'est lié à B5, justement. Parce que B5 est possible pour les noirs si les fous de cases blanches ont disparu. Pardon. Donc, on dit la même chose, ça va. Ça va. C'est bon, on peut continuer alors. Donc, allez, on avance. A3. Donc après A3, et là, il joue ce coup... je crois qu'on l'a évoqué mais qu'on l'a pas encore rencontré dans les exemples, c'est le coup cavalier E4. Alors la case E4 est souvent une case forte pour les pièces noires, mais ici, peut-être que les gens qui n'ont pas trop l'habitude de cette structure peuvent se dire, tiens, cavalier E4 c'est bizarre, il y a deux attaquants face à un seul défenseur, donc est-ce que les noirs sont pas en train de sacrifier un pion? Alors non. Donc effectivement, la case E4, c'est une case souvent utilisée par les noirs pour trouver un peu de jeu et soulager un peu la pression exercée par les blancs, parce que ça provoque des échanges. Alors on voit que les fous de case noire peuvent s'échanger en E7, d'ailleurs c'est ce qu'il y a eu dans la partie. Et donc un petit mot quand même sur le coup cavalier prend E4, qui pourrait peut-être être une question pour certains followers. Donc ça n'irait pas parce qu'après pion prend E4, on attaque la dame et le fou G5 est également attaqué. Et le problème majeur des blancs, c'est qu'après fou prend E7, les noirs prennent simplement E7 et défendent le pion E4 et gagnent une pièce puisque le pion ferait une fourchette entre la dame et le cavalier. Ouais, donc finalement, cette case E4 est défendue indirectement lorsque le cavalier s'y installe en provoquant cet échange de fous sur E7. On sait que notre dame, la dame noire en tout cas en reprenant, va défendre E4. Donc c'est une défense invisible ou indirecte, vous l'appelez comme vous voulez. Ouais. Ok, donc très très classique, et évidemment on ne peut pas jouer ce système aussi bien avec les blancs que les noirs en ne connaissant pas cette astuce, cette petite astuce tactique, mais qui a aussi un fondement stratégique, puisque, comme tu l'as dit, le fait d'échanger les fous de case noire nous permet de subir un petit peu moins de pression, et en mettant le cavalier en E4, non seulement le cavalier est fort, il attaque F2, il contrôle des cases importantes à différents endroits de l'échiquier, mais on a aussi la perspective de jouer F5 et éventuellement F4 comme on l'a vu précédemment. Donc Nikolic a décidé d'échanger sur E7, bien sûr il ne prend pas sur P4, ne prend pas sur E4, pardon, et maintenant le fameux coup B4, et donc ici, bon, il n'y a pas de suspense puisqu'on l'a déjà dit, alors je vais jouer le coup, les noirs, Kramnik, décident de jouer B5. Donc qu'est-ce qui fait qu'ici c'est possible, alors que précédemment, dans nos exemples précédents, ça ne l'était pas? Alors, on l'a dit, premièrement, les fous de case blanche ont été échangés, donc ça c'était la première condition nécessaire pour pouvoir jouer B5, ou en tout cas espérer de jouer B5 dans des conditions acceptables. La deuxième condition était l'arrivée éventuelle du cavalier en C4. Donc là, on voit que c'est complètement possible. On voit que le cavalier en D7 peut aller sur la case B6. Parfois, même le cavalier E4 peut reculer en D6, qui est une case
vraiment de choix privilégiés pour le cavalier dans ces structures-là. Et on voit que les noirs sont capables de complètement verrouiller la case C4 et ainsi boucher la colonne C et donc empêcher les blancs d'attaquer avec leurs pièces lourdes le pion arriéré en C6. Et en plus, évidemment, quand le cavalier est sur C4, bon, il peut attaquer le pion A3, mais on imagine que les noirs vont prendre en B4. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le pion B4 peut s'avérer être une cible aussi pour les pièces noires. Et la colonne A peut s'ouvrir au profit des noirs. Donc une réaction standard, mais très bien orchestrée par Kramnik. Orchestrée par Kramnik, ouais. Ouais. Ce qu'on peut souligner là par rapport à cette histoire de prendre tout de suite en B4 ou ne pas prendre, a priori on peut conseiller de retarder la prise. Pourquoi ? Parce qu'il est très peu probable que ce soit les blancs eux-mêmes qui prennent sur A5. Qu'est-ce qui surviendrait après cet échange ? Ce serait simplement l'ouverture de différentes lignes en direction de leur propre faiblesse. Donc les blancs finalement ne peuvent pas prendre, ou alors ils ne pourraient prendre que dans certaines conditions tactiques bien précises. On peut envisager pourquoi pas enchaîner B prend A5 avec A4 parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur la colonne B ou je ne sais quoi, mais traditionnellement ça ne sera pas possible. Donc comme les blancs ne peuvent pas prendre eux-mêmes sur A5, en tout cas ça leur est déconseillé, les noirs finalement ont le choix d'imposer une faiblesse adverse soit en B4, ça ce serait dans le cas de figure de l'échange, soit en A3 dans le cas de figure où on n'échangerait pas. Donc pour l'instant on ne sait pas encore laquelle des deux faiblesses va être la plus facile à attaquer, donc c'est bien de garder les deux possibilités dans la manche finalement. Ouais. Oui, le maintien de la tension, c'est quelque chose de très, très important. Souvent, on voit justement chez les joueurs moins expérimentés que dès qu'il y a un échange possible, soit de pions, soit de pièces, un joueur pas trop expérimenté a tendance à échanger tout de suite. Un joueur un peu plus fort, un peu plus expérimenté, va plutôt avoir tendance à garder la tension si justement l'adversaire ne menace pas de prendre, ce qui est exactement le cas ici. Donc, c'est vrai dans cette position, mais c'est vrai oui. En général, si vous avez l'occasion de maintenir la tension, faites-le. Ouais. Un dernier petit détail, c'est que conserver le pion A5, ça peut aussi vous permettre de garder l'option de jouer A4. Alors ça peut être bizarre de jouer A4 parce qu'on se dit, je ferme la colonne et je vois pas très bien à quoi ça me sert. Alors, d'une part, ça permet de conserver le pion A3 comme j'ai dit tout à l'heure, mais il faut bien vous dire que le défaut de cette structure de pion, on va la mettre en jaune, ce triangle ou je sais pas comment on l'appelle, le défaut c'est la case C5. Donc ce qu'on voudrait éviter, c'est que l'adversaire n'arrive avec un cavalier, notamment en passant par B3, jusque sur cette case C5. Alors, pourquoi c'est pas systématique à 4 ? Parce que parfois le cavalier peut trouver un autre chemin, notamment par la case D3. Mais voilà, je voulais être complet par rapport à ça. Donc vous pouvez pousser, vous pouvez laisser le statu quo, ou bien vous pouvez prendre. Donc ça rejoint ce que tu viens de dire, Romu. Pour l'instant, il n'y a aucune urgence avec les noirs, et plus on aura de choix, plus on pourra s'adapter à la défense choisie par l'adversaire. Ouais, exactement. Ok, alors avançons un petit peu. Donc Nikolic décide de jouer Dame C2. Finalement, Kramnik s'est dit que c'était une bonne idée de créer cette faiblesse sur B4, ce pion isolé sur B4, et maintenant, c'est pas un scoop, le cavalier se redéploie en direction de la case C4. Donc ce qu'il faut comprendre dans le coup Dame C2, c'est vrai qu'on aurait pu l'expliquer ça, désolé, c'est que les blancs ont quand même envie d'échanger ces cavaliers là, C3 et E4, pour alléger un petit peu la pression, pour éviter la venue du cavalier sur C4, et pour ouvrir un peu plus la colonne C. Malheureusement pour eux, comme on l'a déjà dit, en cas de reprise, on fait une fourchette. Donc Dame C2, ça permet d'anticiper la fourchette avec les blancs, et donc Kramnik comprend la stratégie de son adversaire, et après prise, joue cavalier D6 et se soustrait donc à ce fameux échange. On ne laisse pas la stratégie de l'adversaire s'appliquer. Oui, c'est important de garder le pion en D5. Parce qu'on veut s'installer fortement sur la case C4, et si le pion D5 disparaît, on sent que la case C4 est beaucoup plus un petit peu moins contrôlée. En tout cas moins verrouillée, et donc du coup les blancs pourront peut-être plus facilement déloger le cavalier. Ouais, tout à fait. Donc là, cavalier B6, donc il continue. Cavalier E5, attention, le pion C6 est quand même arriéré. Donc la touche. On vient de couvrir. C8, cavalier D3, cavalier C4. Donc chacun met son cavalier sur la case affaiblie. Et maintenant,
Kramnik joue le coup tour E8. Alors ça peut paraître un petit peu étrange. Quel est son espoir sur la colonne E finalement? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, on voit que sur l'aile dame, donc les noirs ont mis le cavalier sur C4, les blancs ont mis le cavalier sur C5. Donc chacun a sa jolie case, très bien. On voit quand même que les noirs ont la colonne A. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe dessus, mais c'est quand même toujours bien d'avoir cette colonne. Mais on voit qu'on ne peut pas vraiment progresser avec les noirs, et on voit aussi que les blancs ne peuvent pas faire grand-chose de ce côté-là non plus. Donc maintenant, une idée qui est quand même assez intéressante pour les noirs, c'est de se dire, il y a beaucoup de pièces blanches qui sont engluées sur l'aile dame, on voit la tour en B3, les deux cavaliers, la dame, et donc peut-être que de renverser le jeu de l'autre côté et de commencer à chercher du jeu sur l'aile roi peut être une idée assez intéressante. Et donc la tour en E8, de toute façon elle était en C8 où elle ne faisait plus grand-chose puisque le pion C6 n'a pas besoin d'être protégé. La tour en E8 peut éventuellement servir de l'autre côté. Et donc, on va le voir par la suite, mais Kramnik va essayer d'emmener un maximum de pièces de l'autre côté. On voit que le cavalier en D6 peut aller peut-être à un moment sur l'aile roi, la dame bien évidemment. Les pions, ça on l'avait dit dans l'introduction, les pions peuvent parfois s'avancer pour essayer de créer des faiblesses. Et mine de rien, les noirs sont en supériorité de ce côté-là. Donc, ça peut être une idée intéressante. Je pense que le dernier atout de ce coup de tour E8, bien sûr, le principal c'est ce que tu as déjà dit, il est en train de préparer le renversement du jeu sur l'aile roi, mais peut-être qu'il est en train de comprendre aussi que la dernière stratégie restante pour les blancs, parce que finalement leur attaque de minorité est complètement ratée, il n'a pas réussi à ouvrir l'aile dame comme il l'aurait souhaité. Donc peut-être qu'avec les blancs, on pourrait espérer réaliser la fameuse attaque dont on parlera dans la deuxième vidéo avec F3 et E4, qu'on a appelé Kasparov-Botvinnik, qui s'appelle Kasparov-Botvinnik. Donc c'est aussi un moyen de mieux contrôler la case E4, de mettre de la pression sur le pion E3 et ainsi d'interdire cette stratégie. Je suis pas sûr, même je suis à peu près convaincu qu'il n'aurait pas réussi de toute façon parce que ces pièces sont pas du tout placées pour ça. Mais voilà, postez votre tour sur E8 de manière à interdire ou à ralentir la dernière stratégie de l'adversaire, ça peut pas faire de mal. Donc avançons, maintenant on connaît le film, puisque tu nous as bien expliqué que les noirs allaient renverser le jeu sur l'aile roi, on va voir comment il va faire ça. Donc ce coup G6 permet de donner la case F5 pour le cavalier, mais aussi, pourquoi pas, de préparer un transfert des tours par la 8e rangée, après roi G7, H5, H4, on peut envisager de passer par ce chemin-là pour faire participer les tours. Il y a eu tour C1, tour A7, la tour va pouvoir coulisser le long de la 7e rangée, dame D1, H5. Donc là c'est la juste suite de ce que tu nous as expliqué, donc je passe assez vite. Ouais. Ok, tour BB1. En plus, je pense qu'il voulait empêcher dame G4 aussi. Parce qu'il préparait l'arrivée de la dame en G5, donc peut-être qu'avec les blancs, Nikolic voulait jouer dame G4 pour colmater un peu l'aile roi et essayer d'échanger les dames. Ouais, t'as raison. Je pense que tour E7. Tour E7, donc il cède la colonne A, mais parce qu'il en a trouvé une plus intéressante, finalement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde à l'aile roi. Il y a beaucoup de pièces noires à l'aile roi, mais les pièces blanches ne sont pas du tout bien placées pour défendre. Et après tour A2, maintenant tout le monde est prêt pour la fête, pour le feu d'artifice, donc il est logique qu'il y ait de la tactique. Alors on va pas épiloguer, nous ce qu'on veut avec cette vidéo c'est vraiment vous faire comprendre les stratégies de part et d'autre. Si vous comprenez que les blancs n'ont pas pu appliquer leur plan à l'aile dame, ils se sont fait bloquer, et maintenant donc c'est Kramnik qui peut imposer son propre plan. Alors ça passe par un sacrifice ici, cavalier prend E3, prise en E3, tour prend E3. Les lignes sont tout simplement en train de s'ouvrir à l'aile roi, et le roi blanc manque de défense, donc ça va craquer. Tour F2, dame H4, attaque tout un tas de choses, notamment le pion D4 et la tour F2. Et donc après dame D2, cavalier prend D4. Il a 3 pions pour la pièce, mais je pense pas que ce soit son objectif principal. Il est surtout en train de monter une attaque. Il a surtout 4 pièces sur le roi. Il y a 4 pièces sur le roi, exactement. C'est surtout ça. Donc tour F1, cavalier F5. Alors, quand une position commence à s'écrouler, ça s'écroule de tous les côtés. Donc ici, bien sûr, on menace cavalier G3 échec. On couvre le pion F7 qui était attaqué, mais
quand vous avez une meilleure position, très probablement, il va y avoir des dommages collatéraux que vous n'aviez même pas envisagés. Ici, si le pion B4 était pris, en plus de tous leurs atouts, les noirs auraient 3 pions passés liés à l'aile dame, donc ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. On s'approche du Zynod, donc on vous le dit souvent, mais on suppose que les derniers coups ont été joués en manque de temps. Voilà, tour E1, on vient échanger cette dernière pièce. Tour E2, c'est l'invasion finale, et après dame C3, petite tactique, c'est pas une tactique du jour, ça c'est trop simple, non, pour une tactique du jour. Oui. Tour prend D1, donc Nikolic abandonne tout simplement parce que si tour prend D1, dame F2 échec, et on fait mat sur la deuxième rangée. Ok, donc belle démonstration stratégique de Kramnik qui a premièrement réussi à utiliser la case E4, deuxièmement réussi à bloquer, à stopper net l'attaque de minorité de son adversaire, et qui troisièmement a réussi à se tourner ensuite vers le roi de son adversaire. Donc vraiment une partie impressionnante de la part du champion du monde. Hein. Oui, vraiment il a fait exactement ce que tout joueur de Gambita avec les noirs rêve de faire. C'est vraiment tous les thèmes y sont passés, et une belle démonstration de Kramnik. Ouais. Ok. Alors, puisqu'on parle de champion du monde, on va regarder une autre partie, peut-être celle-ci un petit peu plus rapidement. Une partie entre le joueur qui s'appelle... Hop là, excusez-moi. La technique, c'est toujours pas mon fort. Voilà. Entre un joueur qui s'appelle Bobotsov et donc le champion du monde Tigran Petrosyan. La position est assez similaire en termes de matériel, puisqu'il y a les 4 cavaliers sur l'échiquier. On voit que la case E4 a été visée, la case C4 elle aussi. Et dans cette partie-là, on va pas faire beaucoup de suspense, Bobotsov n'a même pas réussi à déclencher son attaque. Ouais, en fait, c'est un exemple qu'on a souhaité vous montrer de jeu un peu décousu de la part des Blancs, c'est-à-dire qu'ils ont pensé que bon, ils avaient une position assez solide, assez normale, et il a tourné un peu en rond notamment avec ses cavaliers et ses tours. Il a joué des coups un peu neutres, mais sans idée profonde. Et bien sûr, les Noirs ne sont pas complètement spectateurs, on l'a déjà dit. Les Noirs, eux, ont un plan assez clair, c'est que s'il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas que les Blancs ne sont pas assez virulents, notamment sur l'aile dame, pour lancer une attaque de minorité, les Noirs, eux, vont pouvoir attaquer le roi blanc. C'est exactement ce que Petrosyan a fait face au jeu un peu mollasson des Blancs. Donc, il a joué cavalier D6. Okay. C'est un coup typique de joueur de Gambita, à savoir le cavalier est sur sa case préférentielle en D6. Déjà, il se soustrait à l'échange sur la case E4. Et en même temps, il vise la case C4, notamment, qui est une belle case. On voit que maintenant, si le pion B s'avance pour essayer de faire une attaque de minorité, justement, la case C4 serait irrémédiablement affaiblie, un peu comme dans la partie de Kramnik juste avant. Et donc, le cavalier sauterait sur cette case, et on imagine un scénario proche de la partie de Kramnik, d'ailleurs. Ok. Donc, Bobotsov, lui, s'est dit, bon, bah, je joue contre le champion du monde, je vais essayer de simplifier la partie, et pourquoi pas de faire nul. En tout cas, c'est un peu le sentiment qu'on a quand on fait défiler les coups de cette partie. Il propose un échange sur A4, et Petrosyan préfère proposer l'échange du cavalier E5, qui est quand même... mieux placé, et qui en plus a la possibilité de défendre l'aile roi plus facilement. Donc prise en C4 du cavalier, bien sûr. Cavalier C5. Le cavalier se remet sur sa case préférentielle. Alors tout à l'heure, quand j'ai tracé les flèches, j'ai montré des flèches vers B5, C4, E4 et F5. Mais on aurait même pu en tracer une autre en montrant que le cavalier défend le pion B7. Donc c'est vraiment la pièce et surtout la case parfaite. Ouais. Tour C1. Donc les blancs... on ne sait pas trop s'ils veulent faire leur attaque de minorité ou pas. Peut-être qu'ils auraient envie, mais comme tu l'as dit, en 4B4, il y a la case C4. Mais ils font rien de spécial non plus. Ils ne cherchent pas à jouer F3, E4 comme ils auraient peut-être dû. Bref, ils attendent un petit peu. Et Petrosyan, lui, va aller droit au but. Une belle devise. Une belle devise, ouais. Pour un supporter de l'OM comme toi. Donc après Dame G5, Dame D1. H5, on retrouve la stratégie. Ouais. Hein. La même chose, ouais. Exactement la même chose. Il évite Dame G4, ça on l'avait pas vu. Enfin, moi je l'avais pas vu en tout cas quand on a préparé cette vidéo, qu'il y avait ce point commun entre les deux parties.
Et donc après roi H1, tour E7, le doublement des tours se prépare. Cavalier D3, cavalier E4, maintenant que la case E4 est prise sans échange. Alors il y a une petite danse des cavaliers. Voilà, c'est ce qui confirme aussi ce qu'on pensait, que Bobotsov n'était pas contre nul contre le champion du monde. Oui, il attend et à la moindre opportunité, il veut échanger tout ce qui bouge. Et serrer la main et dire j'ai fait nul contre un champion du monde. Bon, bien que Petrosian était connu pour son caractère assez pacifique, il a compris quand même qu'il avait un avantage, donc il va pas lâcher la nulle comme ça. Dame F5, cavalier E5, F6, on vire l'intrus, et maintenant tour G7. Alors je sais plus dans quel exemple précédent, on avait évoqué cette idée de faire passer la tour sur la 7ème, puis de pousser le pion G, pourquoi pas, pour déclencher une attaque. Ça fait un petit peu penser à une marée de pions comme dans les Stendiennes d'ailleurs. En tout cas, clairement, c'est ce qui se prépare. Tour E8, la tour arrive en jeu. Bon, là, voilà, les noirs jouent seuls, finalement. Ouais, c'est ça. C'est exactement un scénario à sens unique. Donc là, les blancs vont attendre gentiment de se faire exécuter, on va dire. Et après, il tente dame F3 pour, évidemment, Petrosian refuse l'échange de dame. Tour D1. Et maintenant, on y va, G5. Donc, là, c'est un petit sacrifice de pion. Il donne le pion H5. Mais il estime qu'il est trop en avance au niveau de l'attaque. Et après, dame prend H5, qui est la partie. F5. Ouais. Et on arrive à nos fameux leviers là qu'on avait évoqués. Je voulais faire des flèches. On arrive à nos fameux leviers avec les coups G4 ou F4. On pense aussi, attention à ce genre de choses, on pense aussi à cette structure avec le pion sur E3, le cavalier sur E4. Notre cavalier est sur un avant-poste, je ne sais même pas si on a pensé à le citer, mais cet avant-poste peut être très très utile aussi pour avoir des idées à base de cavalier prend F7 suivi de dame prend E3. Enfin bref, entre les différents leviers, les sacrifices en F2 pardon, l'activité des pièces alors que les pièces blanches sont passives, on peut se permettre intuitivement de donner un pion. On sait qu'on va avoir largement de quoi compenser ce sacrifice. Ouais, clairement. Donc tour E1, il essaie de prévenir justement les sacrifices, mais maintenant après G4, la position va s'ouvrir et très clairement, les blancs ne sont pas en mesure de défendre tout ce qu'il y a à défendre. Alors ici, on peut penser toujours à cavalier prend F2, cette fois-ci avec l'idée G3. On peut penser à G3 tout de suite, on peut penser à utiliser la colonne F, utiliser la colonne H. Bref, il n'y a probablement pas de sauvetage. Alors Bobotsov a essayé de se défendre avec F3, mais suite à l'échange, certes son cavalier revient un petit peu dans la partie, mais maintenant les noirs ont les mains libres pour utiliser la colonne F, et la dame n'a pas de bonne case. La dame blanche n'a pas de bonne case. Dame E5. Encore une fois d'échanger les dames, bien évidemment on refuse. Dame F4, tour F8. Participer la tour. Et la dame se fait enfermer. Alors, exactement. C'est presque un détail de l'histoire, parce que même si elle avait pu aller se sauver, les noirs avaient tellement ouvert le jeu en direction du roi blanc et avaient des pièces tellement actives que, voilà, même sans cet enfermement de dame, Petrosian aurait probablement gagné cette partie. Donc voilà, avec la partie de Kramnik, on a vu ce qui se passait lorsque l'attaque blanche se faisait bloquer. On va avoir de l'attaque à l'aile roi. Maintenant, avec Petrosian, on voit que si les blancs ne veulent rien faire et se satisfont d'une position qui semble solide, ils vont pas être satisfaits très longtemps et ils vont subir une attaque. Alors on voulait vous montrer, pardon, je vais essayer de pas bégayer, on voulait vous montrer un dernier exemple hyper connu, qui est une partie d'un autre champion du monde, cette fois-ci Garry Kasparov. Alors, il est beaucoup plus connu pour... décidément, j'ai du mal avec la technique. Il est beaucoup plus connu pour avoir gagné sur des Grunfeld ou des Est-Indiennes, mais au début de sa carrière, il a joué quand même pas mal de Gambit Dame, et de Tarrasch aussi. Et donc là, il joue contre le grand maître Lajos Portisch à la Coupe du Monde en 89. Alors Romu, qu'est-ce qu'on voit dans cette position ? Donc on voit que les blancs ont commencé leur attaque de minorité, ils ont avancé le pion B en tout cas, donc à 3B4. Les fous de case blanche ont été échangés. Le cavalier noir est en C7, ce qui peut surprendre par rapport à d'habitude, puisque on a
traditionnellement l'habitude de le voir en D7, mais Kasparov dans la partie avait choisi de le faire passer par A7, à A6, pardon, je vais y arriver, C7, et parfois même continuer par E6, cavalier E6 aussi, c'est le trajet normal. On voit que les Noirs ont installé l'autre cavalier en E4, donc l'avant-poste dont on parlait tout à l'heure, qui est toujours quelque chose d'intéressant pour les Noirs. Donc ici, le pion E4, enfin le cavalier E4 pardon, est attaqué, donc il faut prendre une décision avec ce cavalier. Donc Kasparov a décidé d'échanger le cavalier en C3, qui est le coup normal, disons le premier coup que l'on regarde. Et le deuxième coup qu'on aurait pu imaginer, c'était de faire F5, de soutenir fortement ce cavalier. Bon, c'est un choix discutable. Peut-être qu'il a estimé que c'était un peu trop affaiblissant, que ça donnait notamment la case E5, et que peut-être les Blancs pouvaient utiliser peut-être un peu plus tard par leur cavalier, pardon. Et on peut imaginer un coup comme cavalier E5 qui peut arriver. Peut-être le roi blanc, le roi noir, décidément avec les couleurs j'ai un peu de mal. Le roi noir peut-être aussi un peu affaibli. Bon, en tout cas, F5, il faut toujours faire attention en jouant ce coup. Ça peut causer des affaiblissements un peu regrettables par la suite. Les Blancs peuvent jouer F3 et chasser à un moment le cavalier E4 et après jouer E4 même, ouais. Et jouer E4 et la position peut s'ouvrir et le roi va se retrouver certainement un peu trop faible. Bon, donc, tu notes que je t'ai laissé dire du mal du coup F5, comme moi je suis un joueur de Stonewall, je peux difficilement en dire du mal, mais je suis bien obligé d'admettre qu'effectivement dans cette position c'est peut-être pas la meilleure idée de donner la case E5. Non. Ok, donc Kasparov c'est tout ça et il accepte l'échange, mais avec une petite idée derrière la tête quand même. Ouais, en fait, l'idée, donc c'est l'idée qu'il a réussi à réaliser dans la partie, mais surtout parce que Portisch a oublié un petit détail. L'idée, c'est que si les Noirs, si les Blancs, pardon, je vais y arriver, si les Blancs prennent en C3 avec la dame, donc c'est la partie, les Noirs peuvent jouer fou D6. Alors, quelle est l'idée de fou D6 ? D'enlever ce fou qui est un peu énervant sur cette diagonale. Et si le fou part, le fou D6 sera bien placé. Et si le fou s'échange, donc c'est exactement la partie, donc fou prend D6, Kasparov avait gardé en réserve la petite idée tactique cavalier B5, donc le petit coup intermédiaire. Donc on voit l'utilité d'avoir le cavalier sur C7. L'idée, c'est que la dame va devoir bouger, et le cavalier va reprendre en D6, et on a dit assez souvent du bien de la case D6 pour le cavalier. On voit que sur cette case, le cavalier est juste parfait. Il contrôle bien évidemment la case C4 qui a été affaiblie. Il empêche l'attaque de minorité, puisque le pion B5 ne peut pas s'avancer. S'il y a besoin, on pourra faire B5 nous-mêmes et jouer cavalier C4. On empêche éventuellement l'ouverture du centre par E4. Et s'il y a besoin d'attaquer le roi un jour, le cavalier pourra aller sur la case F5. Donc la case D6, c'est vraiment, on l'a dit, on l'a répété, la case vraiment de choix pour le cavalier noir. Donc Portisch s'est laissé attirer dans cette position. Il aurait pu éviter tout ça. Ouais. Donc il fallait être plus malin, il fallait avoir vu l'idée de Kasparov, et il fallait surtout échanger le dernier cavalier de Kasparov, c'est ça ? Il aurait dû, sur cavalier prend C3, jouer le coup intermédiaire, fou prend C7, justement pour éviter tout ce que tu viens de nous décrire et qui s'est passé dans la partie. Donc on se doute que Kasparov avait prévu de prendre sur C7 et maintenant les Blancs récupèrent en C3, et cette position était plutôt équilibrée, on va dire. Bon, il y a des chances réciproques et personne n'a vraiment l'avantage, mais quand on voit à quel point le cavalier de Kasparov est devenu dominateur et absolument le maître de l'échiquier ensuite sur D6, on comprend que Portisch n'avait pas le choix. Il aurait dû prendre en C7, c'était la condition sine qua non pour conserver l'équilibre de la partie. Alors peut-être Romu qu'on peut regarder quand même comment ça s'est terminé rapidement. Oui, bien sûr. Donc, quand Kasparov a réussi à mettre son cavalier sur D6, le scénario est très proche de tout ce qu'on a déjà vu, c'est pour ça qu'on va le voir assez vite. Donc Portisch prépare le coup B5, Kasparov lui dit ça ne sera pas pour aujourd'hui, ou en tout cas pas tout de suite.
Cavalier E5, tour E8, la fameuse colonne semi-ouverte dont on a déjà parlé avec l'avant-poste en E4. Tour E1, dame G5, toujours la même case pour la dame. H3, roi G7, ce coup-là aussi avait été évoqué, même si je ne suis pas sûr qu'il avait été joué dans les parties précédentes. Et enfin, je ne sais pas si c'est enfin, mais et aussi, on va dire, le doublement sur la colonne E. Donc on voit bien que Kramnik avait eu besoin de jouer B5. Petrosian n'avait rien eu besoin de faire, puisque son adversaire n'avait pas cherché à attaquer à l'aile dame, et Kasparov, lui, en contrôlant efficacement la case B5, a réussi à stopper net l'attaque de l'adversaire. Le pion B n'arrive pas à aller plus loin. Donc le jeu est absolument congelé à l'aile dame, et ce sont les noirs qui ont la main mise sur l'aile roi. Donc c'est vraiment la même application que dans les deux parties précédentes de Petrosian et Kramnik. Donc tour E8, dame B1, dame H5. On va pas discuter de tous les coups, mais on comprend bien qu'il est en train de préparer son attaque, alors que les blancs sont pieds et poings liés, on va dire, spectateurs. Bah, sans la poussée B5, les blancs n'ont pas vraiment de plan intéressant. Ouais, ni B5 ni E4. Ouais, c'est ça. Et donc là, il a joué cavalier D3, et les noirs, eux, peuvent avancer de l'autre côté. Donc, il menace une petite fourchette. Donc, bien sûr, G5, il veille au grain. Dame D1, bien sûr, on n'échange pas. Dame G6. Tour 6, E7 qui évite ou qui prévient en tout cas une attaque de la tour par le cavalier, qui en plus, par la même occasion, aurait forcé l'échange des dames. Donc voilà. On comprend bien d'ailleurs que le point commun dans ces trois parties, ou un autre point commun dans ces trois parties, c'est que les blancs, une fois qu'ils se sont fait stopper à l'aile dame, n'ont plus qu'un seul espoir auquel se raccrocher, c'est l'échange des dames. Voilà, ils prient, ou je sais pas s'ils prient, parce qu'on ne peut pas savoir quel est leur avis sur la question, mais en tout cas, ils espèrent très fortement pouvoir échanger les dames afin de ne pas subir une attaque de mat. Mais on ne pourra jamais, tant que les noirs sont vigilants sur ce point-là, on ne pourra jamais forcer l'échange des dames. Mais même, on va voir dans la partie que malgré l'échange de dames, parce que les blancs vont réussir, on voit que l'attaque, les noirs en fait lancent eux-mêmes aussi une attaque de minorité sur l'aile roi, et grâce à cette attaque de minorité qui, elle, n'est pas stoppée, contrairement à celle des blancs, les noirs vont pouvoir créer des affaiblissements dans la structure notamment, et même malgré l'échange de dames, les noirs vont affaiblir la structure et gagner la partie, comme on va le voir dans les coups. Peut-être on peut en accélérer parce que tous les coups préparatoires n'étaient pas. G4, dame C2. Et donc là, effectivement, maintenant, Kasparov accepte l'échange des dames. Alors, c'est probablement pas parce qu'il a abandonné l'idée d'attaquer, c'est juste parce qu'il faut choisir de quelle façon il va gagner la partie. Et effectivement, maintenant que le pion notamment est arrivé jusqu'en G4, avec le soutien de son collègue sur H4, on voit que l'attaque de minorité prend la forme du coup G3, qui va contraindre l'échange du pion F2, ou en tout cas un mouvement du pion F2, et ensuite E3 deviendra la faiblesse sur laquelle Kasparov va taper. Donc effectivement, on refuse pas non plus définitivement l'échange des dames avec les noirs. Si on peut entrer dans une finale gagnante, on va pas se gêner. Donc le déséquilibre de la structure est clairement maintenant en faveur des noirs. Prise en C2, prise en C2, G3, voilà ce que je viens de décrire. Est-ce que tu avais expliqué juste avant aussi? 2-3, il améliore le roi, H6. Voilà, qui permet d'éviter les échecs en H5 et ce genre de bêtises. Roi F1, roi G5, cavalier E2, et le fameux cavalier D6 qui contrôlait tout à distance, à tour de contrôle, se met en action et vient participer à l'attaque du pion. Il chatouille E3 maintenant. Oui. Donc, visiblement, les blancs craignent les chatouilles dans cette position. Ouais, ça chatouille pas mal là, oui. Donc après tour C3, tour C3 B2. Pour tenir le pion, mais c'est logique, comme d'habitude, quand la position craque, ça craque de tous les côtés. Donc on gagne un premier pion sur A4, tour B3, cavalier B6. Voilà, il fait le tour du pâté de maison, il a ramassé le pion A4 au passage, mais il vient récupérer la case C4. Et toujours cette attaque du pion E3. Bon, Kasparov a pris son temps, peut-être qu'il aurait pu prendre un F2 plus tôt, mais pourquoi se presser, il savoure son avantage, il a bien raison. A5 lui permet d'ouvrir une nouvelle ligne, d'ailleurs il va faire le tour. Voilà, tour A8, on va récupérer un nouvel axe pour attaquer l'adversaire. Cette fois-ci ce sera un axe horizontal, la tour va entrer soit sur la deuxième, soit sur la première, et très compliqué pour les blancs de défendre
à la fois le long de la colonne E et le long des horizontales. Il se crée un pion passé aussi, un pion Et B il se crée un pion passé, oui, bien sûr. qui devient passé, ça peut parfois être utile. Ok, tour E1, B5, on regarde la fin en accéléré un petit peu. Tour A1, échec. Bon, là, c'est l'agonie des blancs. Tour A7. Pion G3, il échange les tours. Un petit coup de tour A1, échec pour vraiment s'incruster dans le camp de l'adversaire. Et là, tout va mal. On a un pion passé protégé. L'adversaire a deux faiblesses très embêtantes en E3 et en G2. Le pion G3 fait du travail en contrôlant F2. Et les pièces blanches sont totalement muselées. On peut même souligner la présence du pion sur F6 qui interdit notamment cavalier E5. Donc on ne sait pas trop pourquoi Portiche a continué parce que je pense qu'il avait tout à fait conscience que cette partie était sans espoir. Donc on vous montre la fin, tour D2 échec. Tour E2 gagne un nouveau pion. Roi D1, tour prend E3. L'échange en E3, roi E2. Je ne sais plus à quel moment il a abandonné, un petit peu plus loin encore. Cavalier F5 attaque le pion D4, cavalier C2, cavalier H4. Une nouvelle faiblesse en G2 apparaît. Si on la défend avec roi F1, on pourrait notamment envisager la pénétration du roi noir vers l'aile dame, sachant que le roi adverse est bloqué à la défense du pion G2. Donc cavalier B4, prise en G2, prise en roi F3 d'abord, pardon. Cavalier H4, et après roi prend G3. Il est temps d'abandonner enfin pour Portiche qui a 3 pions de moins. En finale, c'est compliqué face au champion du monde en fait. Ok ouais. Romu, alors est-ce que tu peux nous résumer cette longue vidéo sur finalement l'un des plus vieux plans stratégiques aux échecs qui est l'attaque de minorité. Donc par l'attaque de minorité, le camp qui lance donc cette attaque essaie d'affaiblir la structure de pion adverse et, et rêve d'une position à sens unique où en échangeant quelques pièces mineures, notamment et les dames a fortiori, on arriverait à minimiser un peu les chances de contre-attaque sur l'aile roi qui pourrait nous embêter à la réalisation de notre objectif, à savoir attaquer les faiblesses créées par cette attaque de minorité. Donc là, par exemple, on le voit typiquement dans la partie de Karpov, notamment où la faiblesse en C6 a été créée. Il a pris soin d'échanger quelques pièces et pour ensuite avoir les mains libres tranquillement pour attaquer. Donc ça, c'est le plan est très clair, quoi. Ouais, le plan des blancs, une ou des faiblesses et on échange les dames. Et pour les noirs? Ouais. Et pour les noirs, donc il y a plusieurs armes à leur disposition. La première qu'on a vue, c'était dans la partie de Kramnik, où en ayant échangé au préalable les fous de cases blanches, Kramnik a répondu à la poussée B4 par lui-même la poussée B5, qui a pour idée d'empêcher à tout jamais l'attaque de minorité et ensuite de surcontrôler la case C4 et d'y installer un cavalier afin de boucher la colonne C qui pourrait être utilisée par les tours blanches notamment pour attaquer le pion C6 qui a été arriéré. Et en même temps, le pion B4 notamment peut éventuellement être une cible, on va dire, pour les pièces noires. Donc ça, c'est la poussée B5 qui est un des moyens de lutter contre cette attaque. On peut parler aussi de l'avant-poste en E4, qui est souvent utilisé, on l'a vu, que ce soit dans les parties gagnées par les blancs ou les noirs, de toute façon, c'est un truc assez fréquent. Cet avant-poste en E4, le cavalier est forcément bien placé. Ça peut permettre des échanges de pièces, notamment les fous de cases noires, on l'a vu dans la partie de Kramnik d'ailleurs. Quand il a joué cavalier E4, il a proposé l'échange des fous de cases noires. Et sur E4, ce cavalier peut toujours reculer sur la case D6. Donc on en a parlé assez longtemps. Cette case est vraiment une case privilégiée parce qu'elle de D6, le cavalier peut viser la case C4, peut viser la case E4, qui empêche donc la poussée des blancs, la poussée centrale des blancs. Il contrôle la case B5
notamment la partie de Kasparov aussi, où les blancs essayaient de faire B5, mais on a vu que juste la présence du cavalier en D6 les dissuadait de pousser. Et le point commun aussi, dans toutes les parties que l'on a vues avec les noirs notamment, c'est que les noirs, à un moment, vont essayer d'attaquer le roi. Et donc ce cavalier en D6 peut aussi aller sur la case F5 et se joindre à l'attaque. Et donc, je viens de le dire, le dernier moyen pour lutter contre l'attaque de minorité, c'est de contre-attaquer sur l'aile opposée en se lançant à l'attaque. Donc, en utilisant le cavalier, je viens de le dire. La dame, souvent, atterrit sur la case G5, c'est souvent une case de choix. Et les tours se positionnent sur la colonne E. Donc, on a vu le coup tour E8 qui est arrivé très très fréquemment, mais souvent même le doublement des tours, comme dans la position là, que l'on a sous les yeux avec tour E7, tour à E8. Et le pion H qui peut aussi s'avancer, le pion G pour essayer d'ouvrir des brèches dans le camp blanc autour du roi. Donc voilà, ce sont les réponses les plus fréquentes des Noirs face à l'attaque de minorité. Très bien. Et merci Romu pour ce résumé. On espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses. Cette première vidéo sur le Gambit d'échange vous aura appris beaucoup de choses sur la structure Carlsbad. Voilà, vous avez bien compris que il n'y a pas que dans le Gambit que vous pouvez obtenir cette structure. Vous avez vu notamment une partie de Fischer, mais on aurait pu en trouver d'autres. Donc c'est une structure qui peut survenir assez souvent aux échecs et qu'il est donc nécessaire de bien comprendre et de connaître. Donc on espère une nouvelle fois que cette vidéo vous a plu. On vous invite à liker notre vidéo, à la partager avec vos amis qui souhaitent progresser et travailler avec nous, quoi, on travaille tous ensemble. N'hésitez pas aussi par vos commentaires à nous indiquer si ça vous a plu, ce que vous avez compris ou pas compris, et pourquoi pas nous faire des suggestions. On est ouvert, vous savez que notre chaîne est très très jeune, comme nous d'ailleurs, et voilà, on est à l'écoute, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous par rapport à ça. Très prochainement seront mises en ligne les 2 vidéos suivantes de cette série. La prochaine vidéo traitera du plan avec F3E4, c'est-à-dire le plan Kasparov-Botvinnik ou Botvinnik-Kasparov, comme vous voulez. Et la 3e vidéo parlera des positions dans lesquelles les blancs font le grand roc. D'ici là, on vous souhaite beaucoup de victoires dans vos parties et on vous dit à très vite. Au revoir, à bientôt.